Si le régime maoïste connaît des soubresauts importants en interne tout au long de son histoire, en revanche, la Chine dite nouvelle connaît des succès extrêmement importants tant dans le domaine de sa politique étrangère que dans le domaine militaire. Citons un certain nombre d'exemples. Tout d'abord, la guerre dite de Corée de 1950 à 1953, lorsque des entre guillemets, volontaires chinois aux côtés des soviétiques et des communistes nord-coréens résistent farouchement contre la première armée du monde, l'armée des États-Unis, qui se bat alors sous les drapeaux de l'ONU. Rappelons également qu'en 1954, la diplomatie chinoise brille grâce à son représentant Zhou Enlai à Genève, alors que la conférence dite de Genève scelle le départ définitif des Français du Vietnam. Rappelons également que cette conférence annonce la reconnaissance à terme, 10 ans plus tard, par le général de Gaulle de la République populaire de Chine, aux dépens de la République de Chine, à savoir Taïwan. Et puis, ne pas oublier toute la dimension tiers-mondiste, celle d'une politique étrangère de la Chine qui s'adresse aux pays du Sud, lorsqu'en 1955, Zhou Enlai, encore lui, participe à la conférence de Bandung en Indonésie, à l'initiative du président de l'époque, Sukarno, auquel participe également Nehru pour l'Inde, mais aussi Nasser pour l'Égypte. Léopold Sédar Senghor dira ceci de Bandung: c'est la fin du complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc. C'est aussi la première coopération afro-asiatique de l'histoire, et on ne cesse de rappeler aujourd'hui encore dans tous les communiqués africains et chinois l'esprit de Bandung. 1960, c'est un isolement diplomatique malgré tout de la Chine lorsque celle-ci décide de rompre sur le plan idéologique avec Moscou. Dès lors, il y a deux grandes entités idéologiques dans le monde communiste qui s'affrontent, Moscou et Pékin, et qui vont donner lieu à un certain nombre de rivalités ou de conflits armés, notamment à la hauteur de l'Himalaya en 1962, quand l'Inde alliée de l'Union soviétique entre en guerre contre l'armée chinoise et que cette dernière l'emporte et arrache par là même tout un morceau de territoire, l'Aksai-Chin, qui aujourd'hui encore est revendiqué à la hauteur du Tibet par New Delhi. Rappelons également que cette division profonde du monde communiste donnera lieu à la hauteur de l'Asie du Sud-Est et au Cambodge tout particulièrement, mais aussi au Vietnam, à des rivalités très importantes entre les pro-Moscou et les pro-Pékin. Rappelons enfin qu'en 1964, à la veille de la révolution culturelle, eh bien, la Chine bénéficie non seulement de la reconnaissance par De Gaulle, d'une reconnaissance diplomatique évidemment qu'elle recherchait, mais que cette même année, la Chine maîtrise l'arme nucléaire, et pour la première fois, un pays du tiers-monde, précisément, se dote de l'arme nucléaire, sanctuarisant ainsi ses propres intérêts et son propre territoire. Ce double succès de la Chine en 1964 annonce par là même le spectaculaire rapprochement qui aura lieu entre les États-Unis et la Chine à partir de 1972. Eh bien, Washington et Pékin vont se rapprocher contre l'ennemi commun soviétique, précipitant ainsi l'entrée de la Chine dans une ère nouvelle de sa politique étrangère.